Vous êtes toujours là? Oui, Mmh. Ah voilà. c'est avec l'enregistrement, Ouais, ça coupe, ça fait ça, la deuxième fois que je fais ça, mais Ouais, maintenant, effectivement, ça nous c'est demande un accord en fait. Ça coupe ouais, c'est caméra, ça. Il y a un micro et accord demandé, c'est pour ça. oui. Et par contre, on a perdu David. Oui, je pense qu'il va. Je suis là. Ok. Non, mais ça m'a bloqué, après ça m'a coupé ma caméra, et voilà. Donc là, c'est bon. Alors, ça devrait être bon. Alors, je vais ah, partager l'écran. Et normalement, ça devrait le faire. Ah ben non, ça m'a remis sur le Zoom. Tu veux que je le fasse, David? Bah, je veux bien parce que, tu vois, hier, ça a bien marché, mais là, ça ne va pas. Allez, on va commencer tranquillement en expliquant les choses, peut-être tranquillement. Voilà, l'objet, voilà. Est-ce que vous voyez? oui, Oui. c'est fait. On va mettre comme ça. Ouais, ça marche, c'est dessus. Parfait. Et après, je ne sais pas si je peux te donner la main sur. Bon, après, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est que je te demanderai de passer les slides. On va avancer assez rapidement, du coup, après, mais donc, hop, ça, c'est nickel. Donc, il y a une introduction qui doit être faite ou vous intervenez directement? Est-ce que vous voulez introduire, Étienne? Est-ce Oui, que pas de problème. Déjà, voilà, pour qu'on fasse une connaissance générale, c'est-à-dire, bien sûr. bien sûr, la Fédération nationale de l'habillement est toujours dans l'accompagnement de l'ensemble des collaborateurs et donc l'aidant, c'est une grande réflexion. Pour ceci, nous sommes aidés par le CIRP, qui est un organisme d'accompagnement des assureurs. Notre enjeu actuellement, c'est d'aider nos collaborateurs et nos chefs d'entreprise à pouvoir trouver des solutions parce que l'aidant, c'est une grande réflexion actuelle. Je suis Étienne Deloge, je suis président du dialogue social de la Fédération nationale de l'habillement et je laisse ma collaboratrice Céline se présenter. Oui, je suis Céline Cavelier, la responsable des affaires sociales de la FNF. Je te laisse te présenter, du coup, Anaïs. Oui. Et donc, enchantée, moi je suis Anaïs Morin, j'ai la direction adjointe d'OSIRP Partenaire Service et j'ai pour mission de travailler toute la chaîne servicielle autour des différents produits distribués par l'OSIRP. Bienvenue à tous. Alors, je vais me présenter, donc David Louiset, je suis chargé d'affaires à l'OSIRP depuis quelques temps. Je travaille dans le monde de la protection sociale depuis une vingtaine d'années maintenant. Je suis en charge d'accompagner les branches professionnelles sur tout ce qui est volet de rente, donc pour l'OSIRP, rente éducation, rente de conjoint, rente handicap, les rentes autour de les danses aussi d'ailleurs. Et aujourd'hui, donc, on va venir donc avec ma collègue Anaïs vous présenter le sujet de les danses dans sa globalité, donc la réglementation, ce qu'on a fait aussi au sein de l'OSIRP pour justement aider les salariés en situation d'aidance par le biais d'un contrat qui peut être attaché à un contrat de prévoyance, et aussi l'offre servicielle qui va être présentée par Anaïs aussi, qui accompagne le contrat. Donc, le CIRP, en grande ligne, voilà, qui on est. Donc, on est un organisme, enfin, une union d'institutions de prévoyance qui existe depuis 1967. Très rapidement, pourquoi on a été, la genèse de notre existence, c'est que les partenaires sociaux de l'époque voulaient combler un vide au niveau de l'accompagnement des veuves et des orphelins. Si on se rappelle un petit peu le passé, hein, à l'époque, surtout les décès précoces sont très masculins, c'est le cas encore aujourd'hui.
Et les femmes, avant 1965, n'avaient pas le droit d'avoir de compte bancaire. Vous devez demander l'autorisation à un mari. Et aussi, pour travailler, c'était assez compliqué. Donc, quand les maris, malheureusement, décédaient, elles se trouvait démunies de moyens, de ressources. Et les assureurs ont voulu mettre en place un risque ou un produit d'assurance pour combler ce vide. Et comme c'est quelque chose qui coûte assez cher à assurer, ils ont mutualisé un peu les différents risques et décès à couvrir. Et ils ont créé le CIRP pour pallier à ce manque de garantie. Aujourd'hui, donc le CIRP, tu peux aller sur la slide qui suit. Le CIRP, c'est quoi aujourd'hui? Donc, c'est 123 branches accompagnées. C'est 6,4 millions d'assurés couverts et 1,2 million d'entreprises adhérentes. Et maintenant, on va beaucoup plus loin que le veuvage, parce qu'à l'époque, on s'appelait l'OCIRV, parce que le V, le P était remplacé par le V, c'était autour du veuvage. Donc, on fait toujours un accompagnement autour du deuil, donc la rente éducation pour l'orphelin, la rente handicap pour l'enfant en situation de handicap, la rente de conjoint pour le conjoint, et face à la perte d'autonomie en tant que salarié aidant ou en tant que dépendant. Et on a une garantie aussi qui accompagne les salariés et les entreprises qui souhaitent le mettre en place face aux maladies redoutées. Donc concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que dans votre branche professionnelle, qui est la branche du détail de l'habillement, il y a une garantie prévoyance qui vous est proposée par différents assureurs comme Mutex ou Aesio. Dans ces contrats d'assurance, vous avez une rente éducation qui est proposée. Et la rente éducation est proposée à hauteur de 20% du salaire de référence donc, au moment du décès. Donc 20% jusqu'au 26e anniversaire, c'est-à-dire jusqu'aux 18 ans de l'enfant, et 26 ans s'il poursuit des études, ou est demandeur d'emploi, ou salarié, ou employé dans un ESAT. Si toutefois le salarié n'a pas d'enfant au moment du décès, pour son conjoint, il y a ce qu'on appelle une rente substitutive qui sera versée à hauteur de 15% du salaire de référence, qui va couvrir donc, et accompagner le veuf ou la veuve pendant une durée minimum de 5 ans. Et au-delà de ces 5 ans, la couverture va aller jusqu'au moment de liquidation des droits à la retraite. Donc ça, c'est important, c'est une couverture qui est très solidaire, parce que ça veut dire que s'il n'y a pas d'enfant, le conjoint sera accompagné aussi pour pallier à la perte de revenus suite à la perte de son mari ou de sa femme. Et dans les grandes lignes, il y a un accompagnement qui est dédié pendant toute durée de la versement de la rente. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a des équipes d'accompagnement social qui appellent et contactent tous les ans régulièrement les bénéficiaires pour leur rappeler l'accompagnement dont ils peuvent faire les demandes. Excusez-moi. Ensuite, on va aller sur le sujet qui nous importe aujourd'hui, donc sur le salarié aidant. Donc, il y a une enquête qui a été faite par le CIRP en 2023 et je vais vous en faire une restitution ensuite. Mais là, concrètement, on parle donc du salarié aidant et de qui parle-t-on? Donc, c'est très réglementé, puisque c'est un article de loi du 28 décembre 2015 qui dit que personne qui exerce une activité salariée, qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie de fait de l'âge, de la maladie ou du handicap. Voilà. Donc ça, c'est une définition qui est très large et on va vous dire un petit peu qui sont ces personnes qui peuvent être accompagnées. Donc, l'étude qui a été faite en 2023, je vais aller assez rapidement parce que la suite est plus importante, mais l'étude qui a été faite en 2023, elle a été faite sur 3 phases. La première phase, c'est une enquête auprès de 20 salariés aidants. Donc, on pourrait dire 20 salariés aidants, c'est pas beaucoup, mais quand on connaît la difficulté qu'ont les entreprises à détecter un salarié aidant ou le salarié aidant de se définir en tant qu'aidant dans son entreprise, c'est vrai que 20, c'est quand même pas mal. Et ça permet aussi d'avoir des statistiques sur les différentes questions qu'on leur a posées qui sont assez intéressantes. Donc, sur ces 20 salariés aidants, on les a sollicités sur la conciliation des temps de vie, le poids de la charge mentale, l'impact sur le travail et les solutions. La deuxième phase de cette enquête, elle a été faite auprès de 3154 salariés, qui étaient aidants ou non, pour le coup, et 206 DRH. Et là, on les a sollicités sur l'impact vie pro, vie perso, les attentes des salariés aidants, le coût caché, les compétences des aidants et le levier de performance. Et la phase 3, elle s'est faite auprès de 51 partenaires sociaux autour des réactions aux résultats de l'étude, bien sûr, parce qu'on leur a fait part des résultats qui ont été faits précédemment sur les 2 premières phases, un point sur le coût et richesse et les négociations collectives avec un focus dessus sur ce qu'on peut mettre en accord de branche ou pas. Donc, concrètement, sur les salariés aidants et DRH, à la question, donc un sujet prioritaire ou important pour l'entreprise,
Pour le salarié aidant, 47% des salariés estiment que le sujet est important et prioritaire. Quant aux DRH, pour eux, qui ont une vision différente, ce qui est normal, hein, parce qu'on n'aborde pas de la même façon, c'est 83%. L'impact négatif de l'aidant sur la productivité, sur les salariés aidants estiment autour de 40 à 45% que oui, il y a un impact négatif sur la productivité. Pour les DRH, ils sont un peu plus importants à estimer qu'il y a un impact à hauteur de 75 à 83%. Et les salariés aidants développent-ils les compétences utiles pour l'entreprise? Pour le salarié aidant, 44% disent oui, et pour les DRH, 80% disent oui. Et c'est vrai que ça a été prouvé, puisque un salarié aidant qui doit s'organiser entre sa vie pro, sa vie perso, l'organisation de l'aidance de la personne dépendante, c'est des choses qu'il faut faire et qui sont assez compliquées à faire, et ça développe des compétences qu'ils n'avaient peut-être pas avant et qui peuvent développer aussi au sein de l'entreprise. Sur la slide qui suit, on va voir, donc les salariés aidants se sentent-ils en confiance pour faire part de leurs besoins ou demander de l'aide? Donc, à hauteur de 52% pour les salariés aidants, oui. Et pour le vu du DRH, à hauteur de 72%, estiment que les salariés aidants se sentent en confiance pour faire part de leurs besoins ou demander des aides. Alors, c'est du ressenti, mais en tout cas, voilà, les chiffres sont parlants. Suffisamment informés sur le sujet, 37% des salariés aidants disent bah oui, et 73% des DRH, eux, se sentent insuffisamment informés. Et pour les 37% des salariés aidants, le lien qui va être fait tout à l'heure et qui va être proposé, la partie servicielle, l'accompagnement de l'aidance par Aglaé, qui va être proposé par Anaïs, fera tout à fait le lien avec ça. Focus sur les salariés aidants. Donc l'âge moyen du début de l'aidance, donc c'est 35 ans. Le temps moyen hebdomadaire à l'aidance, c'est 9,8 heures. La charge mentale, donc 57% des aidants sont mis en difficulté, parce que c'est vrai que c'est pallier les deux, vie pro, vie perso, et la vie d'aidant, c'est assez compliqué. La persistance du déni pour 52%, parce qu'on ne se connaît pas aidant, ou on n'estime pas les l'être en tout cas, pour différentes raisons. Des fois, ça peut être culturel, c'est normal d'essayer d'aider ses aïeux et de les accompagner jusqu'à la fin de vie, et on n'estime pas être aidant quand on fait ça, parce que c'est culturel pour certains. Le renoncement aux soins, ça c'est une certitude. Un salarié qui est aidant, qui a des soins, va se procurer des soins assez importants, ne le fera pas. Parce que par manque de temps et par fatigue aussi, mais en tout cas, il ne le fera pas. Et 25% ont informé de leur employeur de leur situation. Donc ça, c'est assez faible, et c'est ce qui ne permet pas aussi aux employeurs de prendre certains sujets à bras-le-corps, puisqu'ils n'ont pas la connaissance des salariés en situation d'aidance. Donc, les 5 premières attentes des salariés aidants, donc bien sûr, c'est des aides financières, aménagement d'horaire, infos sur les droits et dispositifs des aides, congés intermittents et congés proches aidants mieux rémunérés. Donc, ça, c'est les 5 actions de mon souhaité. Le soutien aux aidants est un levier de performance pour les entreprises à hauteur de 81%, donc pour les DRH. Le soutien aux aidants est un élément de la RSE pour 9 DRH sur 10. L'absence ou mauvaise évaluation du nombre de salariés aidants dans l'entreprise, ils estiment être 55% dans ce cas-là. Et limiter les coûts cachés de l'aidant, c'est possible pour 63%, mais seuls 25% déclarent que l'évaluation des coûts existe. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, 63% souhaitent limiter les coûts cachés, ça c'est une importance, mais 25% déclarent faire une évaluation. Et non, je crois que c'est la dernière pour finir. Donc, focus sur les partenaires sociaux. Donc, 9 partenaires sociaux sur 10 sont favorables à la négociation collective sur les salariés aidant un besoin d'information et de formation. Ça, on le fait, on le voit, parce qu'on le fait régulièrement maintenant avec les partenaires sociaux sur ce sujet-là. La majorité des partenaires sociaux estiment que les coûts cachés de l'aidance sont sous-évalués. C'est un ressenti qu'ils ont. Pour la majorité des partenaires sociaux, l'identification des salariés aidants est un enjeu majeur. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord. Je laisse avancer. Donc là, on va aborder la partie réglementation. Donc, moi, j'aimerais aller assez vite sur cette partie-là. On vous enverra les slides. Il y a beaucoup de textes de loi, donc on ne va pas faire de la relecture. Ça ne sera pas intéressant pour vous. Mais on va quand même avancer un petit peu et vous présenter ce que dit la réglementation. Donc, concrètement, le Code du travail permet aux partenaires sociaux de fixer une durée maximale du congé de proche aidant par convention ou par accord collectif d'entreprise ou accord de branche étendu. En cas d'absence, donc c'est marqué le point d'en bas, en cas d'absence de disposition conventionnelle, la durée maximale du congé aidant est de 3 mois, mais peut être renouvelée dans la limite de 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié. C'est important à savoir. C'est-à-dire qu'on peut demander des dispositifs conventionnels. En tout cas, s'il n'y a pas de dispositif, on peut demander des congés, mais ces congés sont limités à 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié.
Donc, c'est 3 mois renouvelables. Ensuite, donc là, on précise, voilà, donc le congé est pris à l'initiative du salarié. Il informe l'employeur en respectant les conditions, délais déterminés par les dispositions conventionnelles si elles existent. Donc, ça, c'est toujours pareil. En l'absence de dispositions conventionnelles, le salarié adresse sa demande à l'employeur par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande. Donc, courrier électronique, recommandé. Voilà. Donc, il y a des modèles qui existent sur le lien qu'on vous a mis là. La demande précise les éléments suivants: la volonté du salarié de suspendre son contrat de travail, parce que c'est une suspension du contrat de travail pour bénéficier du congé du proche aidant, la date de départ en congé et la volonté de fractionner le congé ou de le transformer en temps partiel si le salarié le souhaite. Rapidement, donc la demande doit être adressée au moins un mois avant la date de départ en congé envisagée. Il y a sauf, donc là, il y a assez précis, si toutefois il y a une urgence liée notamment à la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, situation de crise nécessitant une action urgente du salarié, pardon, et cessation brutale de l'hébergement ou l'établissement dont bénéficiait la personne aidée. Donc concrètement, l'employeur ne peut refuser le congé, c'est une suspension de contrat de travail et le salarié ne peut exercer une autre activité professionnelle, mais il peut être employé par la personne aidée lorsqu'elle perçoit l'allocation de personne l'APA, ça sera plus simple, ou la PCH, la prestation de compensation du handicap. Donc concrètement, elle ne peut pas exercer une autre activité, sauf si c'est pour être rémunéré par la personne aidée. Là-dessus, on va en parler, c'est important. Donc, le congé proche aidant. Donc là, le congé proche aidant n'est pas rémunéré, on le précise par l'employeur, sauf si demain il y a des dispositions qui le précisent. Et si toutefois donc il n'est pas rémunéré, le salarié proche aidant peut percevoir une allocation journalière, donc la JPA, à la carte de son département. La JPA vise à compenser une partie de la perte de salaire dans la limite de 60 jours au cours de son parcours professionnel. Alors, on va voir que ces 60 jours peuvent être revus à la hausse dans la slide qui suit, mais là, c'est 60 jours. Donc, 66 jours, c'est 22 jours par mois, en gros. Donc, le salarié a droit à un maximum de 22 jours par mois d'un montant soit de 65,80 € par journée ou 32,90 € par demi-journée. Donc, si on le multiplie par 4,22, ça fait à peu près 1 400 € de compensation, en tout cas pris en charge par la JPA. On regarde les salaires moyens peut-être de la branche. Est-ce que ces 1 470 € suffiront à voir? Mais en tout cas, ça permet d'avoir un complément de revenus si toutefois on peut bénéficier de cette ressource. Voilà. Et donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, on dit que c'est limité à 66 jours. Et là, on dit que c'est limité à 66 jours pour un aidant, mais si toutefois il doit renouveler parce qu'il doit accompagner une autre personne, donc être aidant d'une autre personne de sa famille, ces 66 jours peut être multiplié par 4. Il peut aider 4 personnes à hauteur de 66 jours, donc ça pousse jusqu'à 264 jours la totalité de l'aide fournie par la CAF. Ce sera toujours 66 jours, c'est la même personne. Si toutefois il aide d'autres personnes, c'est limité à 4 personnes et ça fait 66 jours. Ça revient à avoir les 1 an de congés aidants qui sont limités dans la carrière. Là, c'est pareil, c'est 4 personnes, donc 66 jours, ça fait 3 mois, donc ça revient aussi à 1 an limité sur la carrière. Donc voilà, donc en synthèse, le salarié peut demander le renouvellement de son congé. Le nombre de renouvellements est autorisé. Les conditions et le délai d'information sont déterminés par convention, accord collectif ou accord de branche étendu. Et en cas d'absence de dispositions conventionnelles, le salarié adresse sa demande de renouvellement au moins 15 jours avant la date de fin du congé initial prévu. Il peut utiliser tout moyen permettant de justifier la date, comme tout à l'heure, lettre, courrier électronique, recommandé, par exemple. La garantie des aidants. Donc là, ce qu'on va vous présenter, mais dans les grandes lignes. Oui. Et je Vas-y, vois, vas-y. comme je partage, peut-être qu'il y a des questions sur ce premier. Merci. Je vois pas, peut-être tu vois toi, David, mais est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous venons de vous présenter ou on continue? Moi, j'avais simplement une question sur notre positionnement, nous, FNH, sur la convention collective par rapport à les danses. Est-ce qu'on a prévu quelque chose ou pas? À date, aujourd'hui, non. Ouais, voilà, c'est ça. À date, aujourd'hui, il n'y a rien de prévu. Mais comme le dit, voilà, comme on l'a présenté là précédemment, c'est des choses qui peuvent être discutées de façon paritaire au sein de la Oui, c'est branche ça. et mis en place, bien sûr. Ok, merci. Je vous en prie.
Donc là, concrètement, ce que je vais vous présenter, c'est un dispositif qu'a mis en place le CIRP en 2016 autour du congé aidant. Donc avant que derrière, justement, ces aides existent et les congés aidants soient un sujet d'actualité, aussi important qu'aujourd'hui en tout cas, on a mis en place, alors tu peux aller sur la slide d'après. Voilà, on a mis en place une garantie assurantielle autour de 2 axes. Le premier axe, c'est une garantie dépendance du salarié ou de ses ayants droit. Donc là, concrètement, le contrat va couvrir donc le salarié et ses ayants droit tel que c'est défini dans l'accord de branche ou dans l'accord d'entreprise sur un contrat sur mesure ou sous notre offre standard où là, c'est les conjoints et les parents. Mais typiquement, le salarié ou l'un de ses ayants droit devient dépendant. Il y a un capital forfaitaire de 1 000 euros. Alors, ce capital, pareil, c'est 1 000 euros dans l'offre standard, mais dans un accord de branche, c'est un montant qui peut être tout à fait à la main, par exemple, des partenaires sociaux. Ça peut être plus, ça peut être moins, c'est vous qui décidez. Mais concrètement, c'est 1 000 euros qui sera versé au moment où le salarié fait la demande d'accompagnement et que son conjoint, ses dépendants, deviennent GIR 1, GIR 2, GIR 3, donc dépendance totale, partielle. On vous présentera derrière aussi ce que ça veut dire. Il y a un capital qui vient pallier les dépenses qu'il a pu avoir avant qu'il se déclare dépendant, parce que quand il se déclare dépendant au sein du contrat assurantiel, ça veut dire qu'il le sait depuis quelque temps que les dépenses qu'il a engagées sont déjà connues. Donc il va y avoir ce capital pour pallier à ces dépenses-là. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est un congé donc, sans solde qui va être pour le salarié. Donc, c'est un congé et une allocation journalière qui va être versée. Donc, l'allocation journalière, là, telle qu'on l'a mis là, c'est 50 euros par jour pendant 10 jours, fractionnable, mais ça peut être aussi un montant différent qui sera proposé, qui peut être défini par la branche. Mais l'idée de ce contrat-là, c'est de venir compenser ce qui est fait aussi par la JPA avec l'allocation qui est fournie de façon partielle ou totale et vient compenser aussi des pertes de revenus si la JPA ne suffisait pas ou si ça suffisait au niveau de la JPA, que le délai des 22 jours ou des 66 jours était dépassé, de dire voilà, j'ai besoin de jours complémentaires, mais j'ai pas envie de perdre du revenu. Voilà, typiquement, il peut demander à son employeur une prolongation parce qu'on sait qu'il peut aller jusqu'à 1 an sur la partie congé proche aidant au niveau de l'employeur. Et derrière, demander aussi une prise en charge par le contrat de prévoyance d'une allocation journalière forfaitaire qui sera définie au contrat. Donc ça, voilà, c'est se fait en 2 temps. Donc, pour que ça se déclenche au niveau de l'allocation, il faut qu'il y ait un cas de dépendance, donc du salarié ou de ses ayants droit, donc conjoint, parent par exemple. Et si une fois que la dépendance est déclenchée et qu'on verse le capital, derrière, il y a l'allocation journalière qui peut être demandée par le salarié qui sera versée en fonction de la demande qui sera faite. Et en parallèle, si je peux me permettre, Bien sûr. David, le capital, il est plutôt, comme tu le disais, lié à pouvoir pallier quelque chose de plutôt connu. Pour info, le coût moyen des dépenses engagées annuelles pour un aidant représente environ 3 000 euros par an. Donc l'idée, c'est de pouvoir impulser et répondre à un besoin un petit peu d'urgence auprès d'une famille. Et c'est tout l'enjeu et la philosophie aussi que nous avons souhaité mettre en œuvre dans le cadre de la co-construction de nos produits services. C'était de comment on accompagne durablement les familles dans ces situations-là, en leur donnant les informations, les orientations et en leur permettant d'accéder aux dispositifs de droit commun extra-légaux auxquels ils peuvent prétendre pour venir vraiment compenser aussi toute cette charge financière qui peut peser sur une période autour d'eux. Et donc voilà, c'est vraiment ça aussi la philosophie de nos actions. C'était à partir du moment où on verse quelque chose, c'est qu'on a détecté une situation finalement et que derrière, on avait un souhait de pouvoir, au-delà de compenser financièrement, la soutenir durablement pour lui permettre d'une part de pouvoir se reposer sur un interlocuteur unique et de ce fait se décharger vraiment de cette charge mentale que ça peut représenter au quotidien, limiter des situations d'isolement pour les aidants aussi, qui finalement sont isolés à devoir accompagner leurs proches et de ce fait ne peuvent plus non plus être maintenus dans l'emploi. Donc voilà, c'est important de bien visualiser finalement toute cette chaîne de valeur autour du produit-service que nous avons souhaité travailler.
et qui est pour le coup, comme le disait David, en amont unique. On est aussi les seuls aujourd'hui, en tout cas, à avoir eu cette vision et à avoir essayé de pousser si loin pour permettre un accompagnement vraiment optimum. On a une question. Oui, c'était moi. Je voulais faire une question sur ça, parce que donc là, on est salarié. Est-ce que il y a quelque chose, ou alors c'est trop tôt en termes de questions, pour des salariés qui seraient de la branche ou quoi que ce soit, mais qui seraient retraités? Est-ce que ça, vous l'abordez après, ou il y a quelque chose de prévu ou pas, Alors, ça, c'est toujours pareil. C'est un peu comme le contrat prévoyance que vous avez aujourd'hui quand les personnes sont retraitées. C'est vrai que le contrat cesse son activité. Maintenant, la partie plateforme, la servicielle qui est proposée et que présentera Anaïs, là, pour le coup, j'y ai pas réfléchi. Mais si la branche décide d'ouvrir cette plateforme à ses retraités, il y aura sûrement un coût parce qu'il y a un coût d'utilisation qu'il faudra estimer. Ça, c'est à voir. Mais la question peut se poser derrière. Pour moi, Anaïs, je ne sais pas, mais pour moi, je ne vois pas d'inconvénient à le proposer. Exactement. On est sur des dispositifs complètement adaptables et modulables. Et pour la partie servicielle, on a beaucoup plus de flexibilité, en tout cas, s'il y avait des besoins ou des spécificités comme pouvoir l'ouvrir à des retraités ayant cotisé. Et effectivement, ça nécessite qu'on puisse faire une analyse un petit peu plus poussée, mais en tout cas, techniquement, c'est tout à fait possible. En gros, pour résumer un peu, pour répondre aussi à la question, la question va se poser peut-être à l'inverse, c'est sous quel biais va être mis en place ce type de service? Est-ce que ça va être sur un fonds dédié de branche lié au DES, par exemple? Et comment est ouvert le fonds dédié aujourd'hui aux salariés? Est-ce qu'il est ouvert aux retraités? Je ne suis pas sûr et je ne crois pas. Derrière, c'est peut-être aussi étendre ce que vous avez mis en place aujourd'hui dans le fond pour dire, bah voilà, sur cette thématique-là, on va l'ouvrir et on laisse l'accès aussi aux retraités. Donc ça sera une décision aussi pareil qui sera prise en charge par la branche professionnelle de savoir comment on peut ouvrir ce type de service aux retraités. Nous, comme l'a dit Anaïs, c'est modulable et c'est faisable. Donc ça veut dire que c'est pas un problème, c'est des liens qui donnent accès à une plateforme et derrière on peut les identifier. Mais après, ce sera à vous de voir comment on le fait au niveau de la branche. C'est exactement cette orientation-là parce que vous savez bien que les 2S sont pas bien utilisés, donc Bien sûr, actuellement. Donc, si vous voulez, dans nos réflexions, on veut ouvrir plusieurs choses pour qu'ils soient utilisés. je Donc, comprends. l'accessibilité aux retraités, ça fait tilt à l'instant. Non, mais vous avez raison, et surtout qu'en plus, ils ont cotisé, les retraités. Même s'ils sont plus dans l'accord de branche aujourd'hui, ils ont quand même cotisé au DES pour ceux qui sont retraités. Donc, automatiquement, ça peut s'entendre. Donc, en tout cas, voilà, nous, c'est possible. En tout cas, dans la faisabilité, elle est possible. Après, vous savez que le plus compliqué, c'est-à-dire, comment on le met en place au sein d'une branche et les discussions qui vont être faites derrière. Mais ça, à la rigueur, on en discutera sur un second temps, si ça a répondu à votre question, sur Étienne. Donc l'avantage de l'offre, donc ça peut être une offre qui peut être mise en place au même titre qu'un contrat de prévoyance. Donc c'est un régime social et fiscal applicable. Donc c'est-à-dire que le contrat bénéficie du régime fiscal des contrats de prévoyance collective et dépendance aussi. Pour le salarié, ces indemnités sont exonérées de l'impôt sur le revenu. Ça c'est important. La formalité de reconnaissance de la dépendance du profit du proche sont grandement allégées. Donc on précise qu'elle se base sur la grille AGIR des pouvoirs publics qui délivrent un certificat GIR. Donc gros GIR, ça veut dire groupe iso-ressources. Donc là, concrètement, quand on est GIR 1 GIR 2, malheureusement, c'est qu'on est en dépendance totale. GIR 3, c'est dépendance partielle. Et ensuite, on a la définition sur la slide qui suit des différents GIR. Et je vais vous donner une information que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc j'aime bien la sortir, cette information. Ça fait un peu, je suis un peu mon intéressant. J'ai découvert qu'à 60 ans, on était GIR6, même si on était en bonne santé. Voilà. Donc on est classé dans cette grille à 60 ans. Merci David pour cette information parce que je viens de découvrir que je suis GR6. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai découvert cette information qui est essentielle et qui n'est pas essentielle au contrat, mais par contre que j'ai découvert et j'étais un peu surpris. Mais concrètement, voilà, les GIR, les GIR 1, c'est perte d'autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale. GIR 2, c'est les fonctions mentales partiellement altérées, mais à capacité motrice conservée. Et GIR 3, donc la partie partielle, autonomie mentale, mais besoin d'aide pour les soins corporels. Donc là, le contrat dépendance et aidance de l'OSIRP fonctionne à partir de ces trois niveaux. Après, on met les montants à part, ce qu'on précise. Donc, la grille permet de mesurer la perte d'autonomie du demandeur à l'allocation personnalisée d'autonomie, donc l'APA.
et on précise les montants de la part en fonction des gros plus de ressources. Un doute, Anaïs, c'est des montants mensuels? C'est des montants mensuels et c'est des barèmes nationaux de 2025 et ils évoluent tous les ans. Bon, progressent pas beaucoup, mais voilà. Sachant que 2 000 € 45 quand on a un GR1, c'est vraiment pas beaucoup. Parce que c'est le plus grand niveau de dépendance qui nécessite une prise en soin quasiment constante. Donc voilà, les niveaux effectivement de rétribution aident, c'est sûr, mais ne couvrent pas du tout l'entièreté des besoins de première nécessité d'une personne que sont pouvoir manger, dormir, se laver et évoluer dans sa vie de tous les jours. Ce Et qui coûterait ça, très cher, juste une, bien sûr, Étienne. Oui, allez-y. juste une question. Bien sûr. Cette aide est peut-être cumulée avec d'autres aides. Par exemple, je pense à des assurances qui auraient été prises ou des choses comme ça. Alors, Ou pas. Ou pas. alors, sur tout ce qui est dispositif de droit commun extra-légaux, là, je peux vous répondre, c'est non. C'est à partir du moment où on bénéficie de l'APA, on ne peut pas bénéficier, par exemple, d'une aide de sa caisse de retraite ou autre. Ouais, c'est ça. Sur les, par contre, dispositifs auxquels la personne aurait cotisé via sa banque, des assurances, etc., c'est des compléments qu'elle a cotisés et donc financés, donc qui lui sont, entre guillemets, dus en fonction des différents critères d'attribution. Mais en tout cas, sur tout ce qui est dispositifs légaux et extra-légaux, c'est non. Ok, ok, ok. Non, mais ce que tu disais tout à l'heure, Anaïs, par rapport au maintien, enfin, au montant qui paraît, parce que 2045 €, on peut presque dire, c'est un montant assez important. Et quand vous regardez le coût du maintien à domicile, par exemple, parce que pour l'avoir vécu pour un proche, ou dans des maisons médicalisées ou autres, c'est des Oui, montants qui sont extrêmement chers. oui, tout à fait. Donc ensuite, sur la slide qui suit, donc là, on va arriver sur le dispositif donc, des aidants salariés où là, j'ai aucune valeur ajoutée que laisser parler Anaïs et l'écouter et me former moi aussi au passage. Donc je vais laisser Anaïs parler sur ce sujet-là. Merci, David. Bon, je vais quand même me prendre 2 petites minutes pour vous présenter très rapidement mon parcours et pourquoi aussi je suis arrivée à l'OSIR. Je suis initialement, moi, soignante, donc j'ai exercé en tant qu'aide-soignante pendant quelques années et principalement auprès des personnes seniors. Ensuite, j'ai eu la chance et l'occasion de pouvoir m'orienter vers le champ du domicile et de pouvoir diriger un service d'aide et d'accompagnement. Donc, c'était un service plutôt conséquent avec une soixantaine de professionnels en management sur des fréquences 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tant sur le champ du vieillissement toujours, mais aussi du handicap et ce dès la petite enfance. Et j'ai eu la chance de m'intéresser depuis la période Covid à une approche qui est assez démocratisée au niveau de l'international, qui s'appelle l'approche par le care management, qui vise à vraiment interagir sur la coordination multidimensionnelle des parcours. Parce qu'aujourd'hui, ça paraît peut-être dingue, mais ce qui est le plus compliqué pour les personnes confrontées à des situations de rupture, ça va être d'une part d'avoir la bonne visibilité sur l'écosystème dans lequel il réside, à savoir quels sont mes droits, quelles informations, quelles orientations, quel acteur je peux solliciter. Et dans des situations où on est émotionnellement souvent aussi un petit peu impacté, c'est une des briques la plus compliquée, c'est la coordination. Et du coup, je suis arrivée à l'OSIRP il y a 1 an et demi pour pouvoir travailler toute la chaîne servicielle, le parcours d'accompagnement d'une personne en situation de fragilité, adossé, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, à une aide financière un petit peu spontanée qui vient résoudre une situation à un moment clé, mais pas forcément dans la durabilité. Et c'est là où on pense que la valeur ajoutée, en tout cas aujourd'hui, du savoir et de l'expertise de la partie d'accompagnement des aidants fait sens. Et donc, on a créé cette offre
qu'on commence, enfin, c'est vraiment un nouveau produit pour nous qui a vu le jour depuis seulement début 2025. Et donc, on a voulu pouvoir vraiment, en tout cas, soutenir toute personne en situation de rupture dans son environnement de vie. Donc pour ça, notre offre, elle repose sur 5 fondamentaux, sachant qu'on l'a voulu, on n'est pas là pour non plus industrialiser un service, mais on était là vraiment pour nous venir l'adapter à l'environnement dans lequel on souhaite le déployer. Et ça aussi, c'est important. On fait vraiment du sur-mesure et par rapport, par exemple, à votre question de tout à l'heure, tout est envisageable et tout est faisable pour le coup sur ce champ du service. Donc, les 5 fondamentaux sont de pouvoir travailler sur les actions de repérage et de sensibilisation. Quand on met en place un service, le plus compliqué, c'est que l'information arrive à la personne qui en aurait le besoin. Donc, pour ça, par exemple, on s'est doté d'outils qui nous permettent de faire un petit peu de la prédilection par rapport à l'âge, au lieu de résidence, à la catégorie socio-professionnelle. Ce sont des exemples. On peut également pousser des questionnaires aux salariés, leur permettant voilà, de s'identifier auprès de notre service pour bénéficier d'un accompagnement. On peut réaliser aussi des actions de sensibilisation par des webinaires comme aujourd'hui sur des thématiques dédiées qu'on reconstruit bien sûr avec ou l'entreprise ou la branche. Ensuite, le deuxième fondamental, c'est vraiment la partie digitale et la mise à disposition d'une ligne téléphonique qui est dédiée à la branche. La plateforme digitale, et je vais vous la présenter juste après, elle a pour vocation à donner un premier niveau d'information et d'orientation à la personne qui en aurait le besoin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en fonction de ses possibilités. La ligne téléphonique dédiée, c'est tout simplement pour qu'il y ait un numéro unique avec un interlocuteur unique. C'est très important dans le parcours d'une personne de pouvoir se référer vraiment à quelqu'un de confiance. La partie accompagnement personnalisé par ce qu'on appelle un care manager, qui sont des experts des professionnels de santé et du médico-social et experts dans la coordination et l'accompagnement de la personne, qu'on propose sur une durée de 12 mois en fonction du besoin, bien sûr. Notre capacité à mettre toute forme d'options complémentaires dans notre chaîne servicielle, à savoir si la branche souhaite rajouter des services par le financement de répit, par exemple, ou autre, c'est tout à fait possible de travailler sur ces champs-là. Et ce qui nous semble important et qui n'est pas toujours exploité dans les actions qu'on peut voir, c'est aussi pouvoir mesurer l'impact social du dispositif, d'une part pour le salarié et d'autre part avec ce champ entreprise qui, elle, derrière, peut déjà bénéficier d'un état des lieux de ses équipes et aussi peut derrière travailler un plan d'action progressif à mettre en place en fonction de ce qui peut en ressortir. Voilà un petit peu les 5 fondamentaux sur lesquels on travaille. Donc, au niveau de la plateforme digitale, sur ces grandes fonctionnalités, donc, cette plateforme, elle permet d'une part d'analyser la situation de vie de la personne. Et cette analyse, on l'a voulu pas sous forme de questionnaire qu'on revoit et qui sont chronophages, mais plutôt de pouvoir recueillir vraiment qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour mon proche? Quels sont mes souhaits, mes désirs? Et aussi, qu'est-ce que je veux pas? Voilà. On a voulu vraiment pouvoir la travailler sous forme un petit peu autoportrait de vie, de façon plutôt pédagogique et ludique. Ensuite, cette plateforme, elle propose un référentiel d'aide et de services. Et je vais vous montrer juste derrière les différentes captures pour vous aider à illustrer mes propos. On a souhaité qu'elle puisse faciliter les démarches, donc pouvoir aussi être un outil qui centralise tous les dossiers de demande d'aide, qui sont eux aussi un champ très chronophage pour les personnes amenées à pouvoir les compléter. Et la dernière brique, c'est vraiment l'accompagnement. Donc, on a souhaité, au-delà du digital, mettre l'humain au cœur de notre dispositif, puisque le digital ne peut pas répondre, en tout cas, à tout. Donc, voilà un petit peu quelques captures de notre plateforme. Donc, ça, c'est
la partie situation de vie, où l'aidant et ou le proche peuvent compléter toute la partie sur ses attentes, sa situation. Ça nous permet d'analyser un petit peu l'environnement de vie de la personne. Ça nous donne quelques orientations sur la partie ressources. Cette partie ressources, elle est importante parce qu'elle nous permet derrière d'avancer la réponse sur les dispositifs d'aide financière qui peuvent être mobilisés. S'il y a des mesures de protection juridique qui sont mises en place, c'est important pour la personne qui va accompagner de le savoir, puisque du coup, il faut qu'elle puisse traiter avec un tuteur, un curateur, par exemple. Et bien sûr, la personne de confiance, s'il y a. Ce questionnaire, il est relativement rapide, c'est maximum 10 minutes de complétude et ça génère un petit compte-rendu qui est téléchargeable, qui peut être d'une part remis directement à la personne qui suivrait déjà la famille. Donc, s'il y a une assistante sociale sur le secteur qui suit déjà la famille, c'est pas la peine, nous, de venir rajouter une couche de coordination, mais plutôt l'idée, c'est que le parcours soit le plus fluide possible. Suite à la complétude de ce questionnaire, il y a une analyse personnalisée qui est générée et qui va venir classifier par niveau de risque, entre guillemets, les différentes catégories sur lesquelles on doit pouvoir soutenir l'aidant et son proche. Donc, par exemple, là, dans ce cas-là, on voit que c'est le soutien psychologique et le lien social qui arrive en première position, puis l'aide et les services à la personne, les aides techniques, tout ce qui est lié à l'accompagnement légal et administratif, le besoin en allocation et en complément de revenus, la sphère soins et santé, et puis, dernière brique, logement, hébergement. Et donc, l'idée, c'était par catégorie, naturellement, grâce à des dispositifs d'intelligence artificielle, de venir apporter des suggestions de services à proximité du lieu de l'aider ou de l'aidant en fonction du besoin exprimé en première orientation. Donc, comme vous le voyez là, sur soutien psychologique lien social, il a trouvé deux associations à proximité de l'adresse qui a été complétée. Et en parallèle, il est venu orienter vers 3 dispositifs d'aide financière mobilisable, l'aidant qui a en tout cas sollicité la plateforme. Donc, on est vraiment sur cette réponse aux besoins d'information et d'orientation qui est pour 95% des personnes un réel besoin aujourd'hui. Donc ça, c'est les petites captures d'écran sur la partie aide financière. Donc il y a les suggestions. Juste, excusez-moi, Anaïs. Oui. Juste une question. Alors, parce que ça concerne les salariés. Oui. Nous, quand on est en branche, parce que je pense au RGPD, comment on fait pour faire l'intervention? Parce que si quelqu'un nous sollicite en termes de salariés, comment on rebascule chez vous? Voilà, question sur RGPD, machin truc et compagnie. Là, c'est soit par exemple, vous pouvez communiquer, si on met par exemple en place une ligne d'écoute qui vous est dédiée, ça peut être juste transmettre le numéro de téléphone à la personne qui va être orienté soit sur la partie plateforme digitale, soit directement sur la partie aide humaine si elle le préfère. Ça peut être ça. Et ça peut être des processus que nous mettons en place, hein, un mail qui est dédié, enfin, voilà. Ouais. En tout cas, je trouve de mon point de vue et par expérience que bénéficier d'un service qui soit externe à l'entreprise est plus favorable parce qu'on parle beaucoup de sujets qui sont personnels et je pense qu'un salarié n'a pas forcément envie, se sent plus en confiance en tout cas, de pouvoir se référer à un professionnel neutre. À 100%, hein, je suis Oui. totalement d'accord avec vous. Et là encore, il y a plein de solutions qui existent et dans ce cadre-là, on pourrait les travailler sans aucun problème. Donc, un petit focus sur la partie aide financière. Donc, la plateforme elle permet de référencer tout un tas d'aides financières, dispositifs de droit commun extra-légaux. À chaque fois qu'on clique sur une aide financière, nous avons un léger résumé de à quoi ça consiste et les premiers grands critères pour pouvoir y bénéficier. Donc, l'idée, c'est de pouvoir synthétiser sur une plateforme, encore une fois, unique.
Ensuite, nous avons une partie dématérialisation de la saisie. Donc, comme je le disais à plusieurs reprises, devoir constituer un dossier de demande d'aide, c'est très complexe, c'est très chronophage. Et de plus est, nous sommes amenés à compléter des servas tous autant identiques les uns que les autres, pour le coup. Et donc, on a souhaité, en tout cas par la plateforme, éviter les saisies multiples. À savoir qu'à partir du moment où on indique un champ, je suis Madame Michu, à chaque fois que ce champ-là est redemandé, il est automatiquement répercuté par rapport à ce qu'on souhaite faire dans la plateforme et sur les dossiers. Ce qui limite vraiment la saisie et qui rend plus agréable, en tout cas, l'expérience utilisateur. Et ensuite, nous avons la possibilité, une fois complété, de télécharger le formulaire, l'éditer pour pouvoir le transmettre à l'autorité compétente pour qu'il puisse analyser la demande et donner un retour. Sur la partie service de proximité, ça se présente comme ça. Donc, on a entré la géolocalisation dans la plateforme. On a la possibilité de filtrer aussi par rapport aux recherches, si on est sur du soin, si on est sur du lien social, du besoin aide à domicile, administratif, etc., pour rendre aussi l'expérience utilisateur la plus agréable et confortable possible. Et donc, on vient analyser dans le rayon, dans le bassin de vie de la personne, tous les services auxquels il pourrait prétendre et disponibles pour lui donner aussi cette information. Et après, même principe, sur chaque service où il serait amené à vouloir de l'information, il y a une fiche de présentation de l'entreprise avec les coordonnées, etc., etc. Voilà. Et par rapport à l'accès à la santé, c'est un point important et qui ressortait aussi dans l'étude présentée par David tout à l'heure, où il était inscrit que 51% des aidants avaient un besoin d'accès aux soins. Et c'est une vraie problématique. L'aidant se concentre souvent à soutenir son proche de façon d'ailleurs naturelle, à défaut de s'occuper de sa propre santé. Et on a beaucoup, beaucoup d'aidants qui malheureusement, de ce fait, peuvent décéder d'ailleurs avant même la perte de leurs proches. Et c'est des données qui sont assez prenantes, c'est quasiment une personne sur deux. Donc ça, c'était toute la partie digitale. Et donc Juste là, Anaïs, oui. il nous reste, voilà, juste, il nous reste 10 minutes avant la fin. 10 minutes. Merci, David. Je t'en prie. Et donc, sur l'accompagnement personnalisé, l'idée derrière, c'était de pouvoir avoir évidemment accès à un care manager, donc professionnel de santé, expert du médico-social, qui a pour mission, d'une part, de faciliter le parcours de l'aidant et de le soutenir dans chaque action. Ça va de la prise de contact à faire une évaluation multidimensionnelle, à déterminer avec l'aidant un plan d'action personnalisé, à l'accompagner dans la mise en place, à le soutenir pour chaque étape, faciliter l'accès et, si besoin, réaliser les démarches à la place d'eux. Coordonner, rechercher tous les professionnels, les devis, prendre rendez-vous, mettre en place, suivre. Il a vraiment ce rôle d'être un petit peu la pierre angulaire du dispositif et de rendre toute la partie projet d'accompagnement, projet de vie de l'aidant confortable. Il a un rôle aussi de faciliter la communication entre la famille et les acteurs de l'écosystème, que ce soit une assistante sociale, un médecin, une infirmière. Il a ce rôle aussi un petit peu de médiateur. Il assure un suivi durable. Il va pouvoir aussi avoir la capacité à adapter le plan d'aide et l'ajuster en fonction des changements de situation qui peuvent aussi et souvent intervenir lors d'un accompagnement. Et à la fin, il remet un projet de vie à l'aidant qui va d'une part retracer toutes les actions qu'il a pu réaliser, ainsi que par exemple toutes les références de dossiers sur lesquels il a pu intervenir. Et d'autre part, de pouvoir aussi agir sur l'aspect préventif. Et ça, on y tient particulièrement. Savoir qu'on a accompagné quelqu'un, par exemple, qui s'occupe d'un parent atteint de la maladie d'Alzheimer. On sait qu'on est sur une pathologie évolutive. On sait que la situation ne va pas forcément s'améliorer.
c'est qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition par anticipation à l'aidant, par exemple sur des structures d'accueil de proximité avec des unités protégées à disposition pour qu'ils se sentent, pour qu'ils puissent anticiper les démarches d'avenir et ne pas se retrouver dans des situations trop complexes. Donc, on tient beaucoup à ce rôle aussi préventif qui est un enjeu majeur pour l'accompagnement. Là, c'est voilà, une petite reprise des principes généraux. Encore une fois, tout ça, c'est des actions qui sont ajustables en fonction des souhaits de chacun. Et puis, en dernier point, les points forts de notre offre pour aussi diminuer la charge mentale du salarié et de son ayant droit, c'est d'une part permettre ce premier niveau de réponse aux salariés, quel que soit le moment où ils souhaitent pouvoir en avoir l'utilité. Proposer un interlocuteur unique et dédié dans l'organisation et l'agencement des services de proximité, mettre à disposition des outils, de l'information et de la coordination, et notre capacité à proposer un dispositif sur mesure. Et je crois que j'ai tenu le temps. Non, mais en synthèse, si on prend un petit peu ce qui a été dit rapidement, sur les congés aidants, on sait que c'est limité à 1 an sur toute la carrière, donc c'est 3 mois renouvelables, et limité à 1 an sur toute la carrière sur le congé proche aidant. L'aide de la JPA, c'est 22 jours par mois, limité à 66 jours par proche aidant, et qui peut être renouvelé 4 fois en fonction de la situation. On a une offre positive. Voilà. Il y a des offres qui existent aujourd'hui et le CIRP a mis en place des offres assurantielles autour du congé aidant pour compenser et venir compléter ce qui est mis en place comme dispositifs légaux autour du congé aidant. Et l'offre servicielle qui a été présentée par Anaïs, qui est une offre unique parce que vous l'avez connue via Ouvert Interfacial, mais c'était tout à fait complètement différent de ce qui est proposé aujourd'hui, puisqu'elle était plutôt autour du manager et de manager la partie aidance. Là, on est vraiment sur un accompagnement du salarié tel que le fait le CIRP, parce que pour l'ADN et le CIRP, pour ceux qui nous connaissent bien, c'est que quand on a des bénéficiaires, on les accompagne pendant tout le versement de la rente. Là, c'est le même principe. On a un salarié qui est aidant, on l'accompagne sur toutes les démarches pour pas qu'il soit perdu dans le maquis administratif qu'on connaît bien en France. Et c'est un sujet aussi de simplifier, faciliter la vie du salarié et aussi faciliter sa santé parce que c'est hyper important. Très important pour la connaissance de tous et très important aussi pour la connaissance de nous en termes de branches. Parce qu'il y a des sujets, moi, il y a des sujets qui font tilt. Donc, l'action Rapidement, pardon. de l'aidant, c'est important. On a une méconnaissance de tout ce qui peut être fait. J'avais un collaborateur qui était à côté de moi d'une entreprise où je suis là aujourd'hui, qui est complètement concerné et qui n'a rien de tout ça. Bref. Merci Anaïs, merci David. Merci à C'est vous. très important, très intéressant. Et, j'imagine que vous allez nous envoyer la petite synthèse aussi de tout ce que vous avez dit de votre développement. Et nous, on fera du relais parce qu'on fera un relais différent sur une newsletter ou des choses comme ça, je pense. Oui, le site internet également. Oui, oui. C'est super important. Moi, là, ma réflexion, c'est pour... après, on creusera les choses, mais il y aura des choses intéressantes. Voilà. Merci Avec plaisir. beaucoup. Merci beaucoup pour ce Merci commentaire. beaucoup. Merci pour cette Merci présentation beaucoup. très claire. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des Merci. questions complémentaires. Merci Sébastien, merci Claudia. À Et oui, bientôt. s'il y a des questions complémentaires, n'hésitez pas à faire le bientôt. relais, nous Ah, envoyer ces questions. Moi, j'ai tout compris. Merci à vous, bonne journée. À très Merci. bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir. Bonne journée. Oui, À merci. bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Super intéressant hein, quand même.